Bonjour, bonjour à tous, nous sommes le mardi 15 février et c'est le Mug. Petit faux départ ce matin, mais vite corrigé. Et oui, quand on prend des précautions à muter le micro, il faut penser à tout réactiver. J'espère que vous avez la forme ce matin. Moi, je vous rejoins tranquillement avec mon thé bien rempli d'ailleurs. Il faut que je fasse attention de ne pas le renverser, il est trop chaud. J'espère que vous vous êtes réveillés du bon pied. Et si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, on va parler tranquillement de tech, d'actualité tech. On va débriefer de ces sujets ensemble. Et donc, du coup, même si vous êtes levé du mauvais pied, eh ben, en fait, vous allez pouvoir rattraper votre journée du bon pied dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas. On est en bonne compagnie ce matin. Non mais attendez, le train de la hype approche. Non mais j'ai même pas commencé l'émission. Vous êtes chaud bouillant là dans la chatroom. Salut Léonard, salut Bad Wolfie, salut Pierre Rout, salut Fissorem, salut les studios créatifs, salut Kylian, salut Hippomony, salut Polaire, salut T'es curieux, salut Poppy, salut Samuel, salut Originally Strange, salut Grolb, salut... Et merci pour ton abonnement, d'ailleurs 22e mois d'abonnement, la classe. Salut Seblight, salut Artelis, salut Ayrton, salut Officiel Skeletor, salut Amon, salut Casca, je crois que j'ai dit salut Sandro Midori, je pense que j'ai vu à peu près tout le monde, salut Yves Castel, salut Andy from Normandie, bienvenue à tous. Du coup, de quoi va-t-on parler ce matin? Petit sommaire quand même, pour vous donner l'eau à la bouche, ou en tout cas j'espère. On va commencer par parler de Samsung et ses fameuses précommandes après les annonces des Galaxy S22 et des petites tablettes, et notamment la Galaxy Tab S8. A priori, il y aurait eu plus de succès qu'anticipé lors des précommandes, puisque Samsung a dû stopper certaines précommandes. On reviendra dessus tout à l'heure. Ensuite, on parlera de la mission et du programme, en fait, plutôt du programme Polaris pour SpaceX, qui va regrouper en tout et pour tout 3 missions qui vont se dérouler de la fin d'année 2022 jusqu'à l'année 2023 et qui notamment seront des missions commerciales. On verra un petit peu qu'est-ce qu'elles ont prévu, quel est leur but et voilà, qu'est-ce qui va se passer d'intéressant en tout cas pour ces missions dans l'espace. Des choses des choses intéressantes en perspective, moi je vous le dis, et puis vous me direz si vous êtes d'accord, hein, tout simplement dans la chatroom. Et puis après évidemment l'événement du week-end, c'était le Super Bowl. Je sais pas si vous êtes passé à côté, il y a toujours ce florilège de bandes-annonces. Je sais que Jérôme vous a parlé notamment de la bande-annonce de la dernière série du Seigneur des Anneaux, hein, qui sera disponible sur Amazon Prime Video d'ici la rentrée. Moi, je vais pas forcément vous parler de trailer, de pub, de trailer plutôt, mais je vais parler encore d'une pub. Je sais que je vous avais déjà parlé d'une pub la semaine dernière, notamment pour Amazon Alexa. Et là, je vais vous parler d'une autre pub que j'ai trouvée particulièrement efficace, qui m'a bien fait sourire, et je voulais vous la partager dans la chatroom. Voilà. Et puis, on continuera avec les Oscars. Les Oscars qui ont annoncé un petit peu les nominations la semaine dernière et qui essaye de se remuer un petit peu pour potentiellement attirer un peu plus de public que les précédentes années, puisqu'en fait, le public et les audiences télévisées des Oscars sont en chute libre depuis plusieurs années maintenant. Alors, on peut trouver des excuses, hein, pandémie, etc., mais ça avait déjà commencé avant la pandémie. Donc, à voir. En tout cas, il y a les Oscars en tout cas qui essaient de trouver des alternatives, peut-être pas forcément des alternatives à la télé, mais en tout cas des techniques pour potentiellement susciter de l'intérêt et du suspense pour cette nouvelle édition des Oscars en 2022. Vous me direz si ça vous donne envie de participer.
Et puis on continuera cette fois-ci prendre des nouvelles de streaming avec des nouvelles du côté de Netflix et Disney qui se récupèrent les droits, etc. Et donc là, ça va être les fameuses séries Marvel qui étaient présentes sur Netflix, du type Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage et compagnie, qui évidemment se font la malle et vont se déplacer sur Disney Plus très prochainement. Donc voilà, pour ceux qui ne les ont pas encore vus et qui étaient intéressés, vous êtes prévenus, je vous donnerai tous les détails tout à l'heure justement, vous êtes prévenus, elles vont bientôt quitter la plateforme Netflix. Et puis sur le même sujet, on va parler aussi de Brutix, la plateforme de programmes originaux de Brut, voilà, qui va faire son arrivée parmi les chaînes Amazon Prime Video. Alors attention, il y a une différence ici, ça ne fera pas partie du catalogue d'Amazon Prime Video en tant que tel, c'est-à-dire que si vous avez un abonnement, vous ne pourrez pas bénéficier des programmes Brutix sur Amazon Prime Video. Vous pourrez les trouver, mais il faudra souscrire à un abonnement supplémentaire à la chaîne Brutix pour pouvoir profiter des programmes. Voilà. Mais en tout cas, on voit qu'Amazon Prime Video accélère un petit peu sur son positionnement, en tout cas d'agrégateur de chaînes. Et puis, je reviendrai un petit peu sur le sujet Wikipédia que je vous ai fait la semaine dernière. Pourquoi je veux revenir dessus ? Tout simplement parce que j'ai une personne très gentiment sur Twitter qui m'a partagé justement des projets qui ont pour but de rendre beaucoup plus visibles les contributions des femmes dans la science, la culture, etc. Et donc justement de lutter contre le biais de genre que l'on peut voir sur Wikipédia et dont on a parlé la semaine dernière. Et donc du coup, très logiquement, je me suis, j'ai regardé un petit peu ce qu'étaient ces programmes, je les ai trouvés intéressants et donc je me suis dit pourquoi pas vous en parler puisque ça fait la suite du sujet dont on avait parlé la semaine dernière. Donc ce sera la petite cerise sur le croissant pour terminer l'émission tranquillement aujourd'hui. Voilà. Là-dessus, c'est le programme. J'espère qu'il vous plaît. Et je vous propose, sans plus tarder, du coup, de commencer avec le Kawa. Et voilà, donc on va pouvoir commencer tranquillement les actualités tech ce matin et on va commencer par prendre des nouvelles du côté de Samsung puisqu'ils ont annoncé en grande pompe justement les sorties des Galaxy S22 et de leurs tablettes et justement il y a eu des précommandes. Des précommandes qui ont été ouvertes et ce qui s'est passé tout simplement c'est qu'a priori il y a XDA Developers qui a repéré carrément une mise en pause des précommandes, une mise en pause express par Samsung de la précommande de la fameuse Galaxy Tab S8 Ultra. Donc la Galaxy Tab S8 Ultra c'est la plus grande. Celle qui a fait beaucoup parler d'elle, celle avec un écran de 14 pouces, donc vraiment très grande, très fine, assez impressionnante, une taille de tablette qu'on n'avait pas encore vue jusqu'ici, puisque c'est la plus grande tablette qui existe actuellement. Voilà, on n'avait pas vu de tablette aussi grande. Et donc du coup, ils ont même réussi à avoir un commentaire de Samsung qui s'est exprimé sur le sujet, donc vraiment comme je vous le disais, vraiment demande écrasante au cours des 48 premières heures justement de l'introduction des tablettes. Et ils ont commenté, nous sommes ravis de l'accueil des consommateurs face à notre nouvelle gamme Galaxy Tab S8. Nous travaillons rapidement pour répondre à l'excitation et à la demande des consommateurs. Veuillez rester à l'écoute pour plus de mises à jour. Donc, on n'a pas beaucoup plus d'informations sur justement quand est-ce qu'ils vont réouvrir les précommandes. Alors, j'ai pas vérifié, c'est peut-être déjà le cas d'ailleurs, mais j'ai pas vérifié moi de mon côté. En tout cas, rien n'indique que les précommandes vont réouvrir aux États-Unis avant que les appareils ne soient officiellement mis en vente le 25 février prochain. Mais en tout cas, pour l'instant, il y a pour ceux qui étaient quand même intéressés, il y a encore la Galaxy Tab S8 Plus qui est disponible, mais potentiellement ça peut changer rapidement. Donc voilà, gros succès du coup de la Galaxy Tab S8 et de la Galaxy Tab S8 Ultra, les deux modèles finalement plus petits
et la plus grande qui sont donc en rupture aujourd'hui pour la précommande. Ah, il y a Sir Newt qui nous dit justement, lui, il a craqué pour un S22 plus. Ah, attends, il y a le S22, il y a le S22 plus et il y a le S22 Ultra. Ok, t'as pris le S22 plus. En vrai, l'Ultra me tente bien, prix et aspect écologique, du fait de ne pas avoir besoin de plus. C'est-à-dire, JPG au kilomètre. Tu prendrais pas d'ordinateur en plus de la tablette parce qu'elle pourrait te servir de tout? Parce que c'est vrai que la taille de l'écran, honnêtement, c'est. Enfin, 14 pouces, c'est plus que raisonnable pour remplacer un ordi, hein. Alors, j'ai un petit peu vos commentaires. Il y avait de bonnes promos sur Samsung.com. J'ai commenté le S22 Ultra, j'ai hâte. Salut Flonflon. Et Flonflon, tu me snobs sur mes demandes de contact Discord, je te signale. J'en profite pour lancer une petite pique à Flonflon de bon matin pour bien le réveiller là, pour le motiver. Ouais, j'ai des petites questions pour le Primavera Sound Festival et du coup je voulais en discuter avec toi. Donc accepte ma demande d'amis sur Discord. Je profite de l'émission pour faire passer mes petits messages. Bref, donc JPG au kilomètre nous dit bah, j'en ai factuellement pas besoin, donc je ne vois pas pourquoi je l'achèterais. Ah, attends, j'ai peut-être mal compris ton commentaire alors juste avant. En vrai, l'Ultra me tente bien, prix et aspect écologique du fait de pas en avoir besoin. C'est ça que je comprends. En fait, je comprends pas ton message. Je sais pas si tu me dis que t'en as pas besoin ou tu me dis que t'en as besoin. C'est ça que j'ai pas compris. C'est pas très grave. Il y a Cernit qui nous dit et j'aurai les Buds Pro et le chargeur Qi et une coque. Ah ouais, tu t'es fait plaisir. Non, ah, gratos. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Avec, ouais, c'est pas mal. Et donc, tu nous dis, ah bah, tu fais de la pub là pour Samsung là sur Newt. Tu nous dis, du coup, t'as payé 620 € au lieu de 2059. Ah, je me disais 620 € pour le S22 Plus. Attends, t'as payé que 620 € au lieu de 1059. Ça me paraît pas cher hein, pour en plus des Buds Pro et le chargeur Qi et une coque. Je veux la facture. Je veux vérifier. Je te crois pas. Euh, non, je rigole. Et tu nous dis que tu as un iPhone 13 Pro Max à côté. Ah ben dis donc, ah, je comprends mieux sur Newt. Mais oui, mais si tu nous donnes des informations partielles, évidemment, tu avais la reprise du S10 Plus. Ok, donc je comprends mieux les 620 €. Tout de suite, ça fait un peu plus sens. Merci. Il faut mener l'enquête avec vous, hein. Vous êtes filou dans la chatroom à donner des bribes d'informations, hein. Ouais, ouais, non, là c'est quand même plus logique. Je l'ai dit déjà. Ok, bah écoute, c'est moi qui sais pas lire la chatroom, c'est tout à fait possible. Ah oui, tu l'as dit, reprise de mon vieux S10. Autant pour moi. J'ai été perturbée par l'arrivée de Flonflon avec son mug qui a écrasé ton commentaire. Alors, JPG kilomètre nous dit bah, si j'écoute mes désirs, je m'achète le S22 Ultra et la table en 14 pouces, mais j'ai un smartphone qui marche et un ordi aussi et pas besoin de tablette. Donc, j'achète pas, c'est tout. Ah, beaucoup plus clair. Merci beaucoup. Ok, donc c'est un peu ce que j'avais compris au début, comme quoi tu étais tenté, mais que c'était pas écologique et parce qu'en fait, on n'avait pas vraiment besoin. Ok, bah oui, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit hein, dans nos vidéos. D'ailleurs, pour information, pour ceux qui sont intéressés par la prise en main ou en tout cas la découverte des S22, à savoir que Jérôme et je crois que Guillaume était là aussi, ils ont pu prendre en main les S22, donc vous les voyez, ce qui est sympa, moi j'ai regardé la vidéo, vous voyez un petit peu le look des smartphones, vous avez un premier ressenti, alors évidemment ils n'ont pas pu tester du tout les capacités photo, mais quand même ça vous donne un peu une idée de comment est l'appareil, puis ils posent des questions assez intéressantes sur notamment la batterie, puisque la batterie est un peu moins importante que sur la précédente génération, donc légitimement on peut se poser des questions, après il y a potentiellement des optimisations
customisations qui peuvent apparaître et donc du coup qui vont pouvoir compenser justement des batteries plus petites. Ça sera dans des tests plus poussés, mais la vidéo vous donne un premier bon aperçu du coup des smartphones si vous voulez voir un petit peu à quoi ils ressemblent. Moi en tout cas en termes de design, j'ai trouvé plutôt réussi, notamment les couleurs. J'ai beaucoup aimé la couleur verte avec le domate là et la couleur bordeaux. Je trouve que c'est plutôt bien choisi et ce que j'aime bien, c'est que ça sort un petit peu des standards gris, noir, blanc, qui sont hein, on en a marre hein, des smartphones en nuances de gris là. Moi, idem, je reste encore avec mon S10. Ouais, S10, ouais. Voilà, en fait, c'est quand même bien de se poser la question. On peut toujours intéresser et un peu hyper, évidemment, par les nouveaux smartphones. C'est également mon cas. Hein. Mais après, il faut aussi se poser la question de est-ce que j'en ai vraiment besoin ce genre de choses. Alors, moi, je peux pas vraiment vous donner de leçons, et de toute façon, c'est pas très intéressant de vous donner des leçons non plus, puisque de toute façon, moi, j'ai Naotech qui me prête les iPhones qu'ils achètent pour que j'ai un bon appareil pour filmer Jérôme en cas de besoin. Mais, mais c'est vrai que c'est quand même intéressant. Et c'est vrai que moi, mon iPhone X, je l'ai gardé pas mal de temps, en fait. J'avais pas pour objectif d'en changer à la sortie du 12. Parce que c'est vrai que Naotech avait commencé à me prêter un iPhone à l'iPhone 12. Et je m'en contentais très bien de mon iPhone 10. Il était très bien. Le vert me fait penser à celui de l'iPhone 11 Pro de 2019. Oh, je me rappelle plus. Le X était pas mal, mais la batterie était. Ouais, ouais, je suis sur Nut, je suis d'accord. L'iPhone 10, en termes de batterie, c'était pas top. Bref, voilà, en tout cas, a priori, plutôt bon démarrage pour les tablettes Samsung. Et moi, qui suis généralement assez mauvaise langue, il faut le dire, il faut le reconnaître, sur les tablettes Android, euh, et bah comme quoi, hein, ils me donnent tort et ils ont raison. Voilà, donc du coup, faudrait peut-être que je commence un petit peu plus à m'intéresser, notamment au Galaxy Tab de Samsung, pour voir un petit peu comment ça tient la route, quoi. Voilà, ça m'interpelle un petit peu. Alors, pour vous rassurer, en tout cas, pour l'arrêt des précommandes, a priori, ça concerne spécifiquement les États-Unis. Il n'y a pas eu, a priori, d'arrêt de précommande en dehors du sol des États-Unis. En tout cas, au moment de la rédaction de l'article hein, qui est disponible dans le Flipboard Naotech. Donc voilà, pour ceux qui seraient intéressés, vous pouvez encore avoir le temps, a priori. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus là-dessus? Est-ce qu'on a fait le tour? Non, bah voilà. C'est vrai que voilà, ça marque potentiellement cet arrêt des précommandes, il marque un petit changement en termes de marché, où c'est vrai que c'était un marché, les tablettes, assez dominé par les iPads et qui potentiellement va pouvoir voir arriver un peu plus de compétition. Donc c'est plutôt pas mal. Je vous propose de continuer avec le programme Polaris de SpaceX et un petit peu qu'est-ce qui nous prévoit dans les mois, années à venir. Je trouvais ça particulièrement intéressant. Vous avez un article de Numérama qui vous récapitule un petit peu le programme en détail et un petit peu ses objectifs. Et justement, le but, c'est de vous en parler ce matin. Moi, en tout cas, ça m'a pas mal intéressé. Alors, c'est quoi le programme Polaris? Et bah, tout simplement, ce sont 3 missions dont la première, a priori, va se dérouler fin 2022, dans le quatrième trimestre 2022, qui va s'appeler Polaris Dawn. Voilà, donc Aube polaire, donc c'est poétique, c'est joli. Voilà, donc fin 2022. Quel est l'objectif de cette première mission Polaris Dawn? A priori, ce serait d'effectuer la toute première sortie extravéhiculaire commerciale organisée par une entreprise. Donc ça, c'est intéressant. Et plus intéressant encore, ça ne sera pas des astronautes professionnels qui vont faire cette sortie extravéhiculaire, ça sera plutôt des civils. Donc ça, c'est intéressant. Donc ça suit un petit peu la mission Inspiration 4 qui s'était déroulée en septembre 2021, hein, qui consistait justement à organiser une mission spatiale avec uniquement des civils
à bord. Voilà, aucun n'était astronaute ou professionnel aguerri, et donc justement, Polaris Down fait suite à cette mission, et cette fois-ci, donc, c'est la fameuse première sortie extravéhiculaire, qu'on appelle aussi EVA, avec un civil. Donc voilà, première EVA commerciale aussi, organisée par par l'entreprise SpaceX. Donc Polaris Down Dawn, je sais pas pourquoi je dis Down, je confonds avec Down, mais c'est Dawn. Euh, c'est la première mission d'une série de 3 missions qui vont se retrouver du coup dans ce fameux programme Polaris. Et donc du coup, on aura la démonstration de nouvelles technologies, on aura justement des recherches approfondies, et on aura notamment pour la dernière mission Polaris de la série des 3 ici, qui aboutira normalement au premier vol du Starship de SpaceX avec des humains à bord. Voilà, donc ça a été annoncé, ce programme Polaris a été annoncé hier, et c'est pour ça du coup que je voulais vous en parler. Alors là, ce qui est intéressant pour ce premier vol, cette première mission Polaris, Starship est pas encore prêt, hein, donc c'est pas avec cette fusée qu'ils vont aller dans l'espace, mais c'est encore avec une Falcon 9 qui vont y aller. Ce sera une Falcon 9 avec une capsule habitable Crew Dragon qu'on commence un petit peu à connaître. Il y aura 4 personnes qui monteront à bord de cette première mission et de ce premier vol. Et ça sera donc prévu, comme je vous disais, au 4e trimestre 2022. On aura à bord, donc Jared Isaacman, qui occupera le poste de commandement de commandant, et le rôle de... Enfin, j'arrive plus à parler. Le rôle de commandant de mission, c'est pas la première fois puisqu'il avait déjà eu ce rôle lors de la fameuse mission Inspiration 4 dont je vous parlais, donc c'est plus tout à fait un novice, ça sera son 2e vol. C'est donc un Américain et notamment l'entrepreneur qui a fait fortune dans le paiement en ligne et qui avait également assuré la majorité du financement du vol Inspiration 4. Donc il réitère ici. Et il sera accompagné d'un homme qui s'appelle Scott Petit, qui est le pilote de la mission, et notamment de 2 femmes, Sarah Gillis et Anna Menon, toutes 2 spécialistes de mission, et pour la dernière, officier médical. Les 2 femmes d'ailleurs sont ingénieurs SpaceX, hein, et Scott Petit, lui, est un vétéran de l'armée de l'air, qu'il a quitté après 20 ans de service au grade de lieutenant-colonel. Voilà. Donc quel est le but là de Polaris Down? Le but de cette première mission, c'est de voler plus haut que n'importe quelle mission Dragon à ce jour, et sa force sera d'atteindre la plus haute orbite terrestre jamais parcourue. Donc ça a été partagé à travers justement le compte Twitter du projet. Donc ça veut dire a priori que le vaisseau Crew Dragon dépasserait par exemple l'orbite géostationnaire qui se situe à près de 36 000 kilomètres de distance de la Terre. Alors pourquoi ils vont essayer d'atteindre la plus haute orbite terrestre jamais parcourue? Tout simplement, ça va leur permettre d'aller jusque dans les ceintures de Van Allen. J'adore le nom. Voilà, ou ceintures de radiation de Van Allen, qui se situent entre 700 km et 10 000 km d'altitude pour la ceinture intérieure, et entre 13 000 km et 65 000 km d'altitude pour la ceinture extérieure. Ce sera du coup l'occasion de mener des études, notamment sur les effets de la radiation à cette distance-là. Voilà. Et donc ils mèneront des recherches dans le but de mieux comprendre les effets des vols spatiaux et des radiations spatiales sur la santé humaine. Donc c'est un sujet évidemment qui est présent pour chaque vol à peu près, hein, il me semble, parce qu'on est toujours en train d'étudier justement les effets des voyages spatiaux sur le corps humain et la santé. Ça sera l'occasion de faire des tests divers, notamment des communications par laser qui pourraient notamment servir au réseau de satellites Starlink. Voilà. En tout cas, en ce qui concerne la sortie extravéhiculaire qui sera prévue lors de cette mission aussi, elle se fera a priori à une altitude bien moindre, aux alentours de 500 km de haut, ce qui est au-dessus de l'orbite d'activité sur laquelle se trouve aujourd'hui la Station spatiale internationale, hein, pour information. Donc cette première sortie spatiale dite commerciale sera l'occasion de tester les combinaisons spatiales de SpaceX. Moi j'adore quand ils disent ça rassure vachement. Genre j'ai pas forcément envie d'être la première à tester les combinaisons
SpaceX pour une sortie extravéhiculaire. Mais après, vous allez me dire, il faut bien les tester quand même, hein. Donc voilà. Un grand merci à Chessman pour ton abonnement. Un grand merci, 12e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Alors, je regarde si j'ai raté d'autres abonnements. Non, c'est bon, je crois que j'en ai pas raté d'autres. Un grand merci à toi. Voilà. Donc du coup, ils vont tester les fameuses nouvelles combinaisons et qui a priori ont été améliorées par rapport à celles qui sont utilisées en intérieur. C'est pourquoi. Et donc pour les deux autres missions Polaris qui sont attendues, elles se dérouleront en 2023, puisque du coup la première, comme je vous le disais, ce sera fin 2022, on aura le temps d'en reparler d'ici là évidemment. Et les deux prochaines qui feront partie de ce trio du programme Polaris se dérouleront en 2023. La première consistera à effectuer des missions habitées encore plus loin dans l'espace, donc c'est toujours repousser les frontières de l'espace à des fins d'expérimentation, de recherche scientifique, mais aussi de communication. Et puis la seconde servira, comme je vous le disais en introduction de l'article, à effectuer le premier vol habité de Starship qui remplacera toutes les fusées de SpaceX, donc la nouvelle génération de fusées. Assez excitant. Oui, alors quand je dis le plus loin possible, c'est le plus loin possible en orbite. C'est pour ça. Donc en effet, il y en a qui sont allés sur la Lune. Tout à fait. Qu'est-ce que ça parle d'Eddie Mitchell, de Freddie Mercury et de Eddie Mercury dans la chatroom là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Je vois Techni Savoir et Flonflon qui font leur discussion là. Dites-moi si je dérange, hein. Voilà en tout cas pour le programme Polaris qui a été annoncé hier. Évidemment, si on a plus de détails qui arrivent au fur et à mesure, on vous tiendra au courant. Ah, tu parlais de Van Allen. Oui, bah oui. Bah, quand même, le saut, il est loin, hein. Je veux dire, comparer Van Allen à Eddie Mitchell, je sais pas, je relirai peut-être la chatroom juste pour voir comment vous avez fait le saut entre les différents sujets. À part la musique, je vois pas trop de lien. Voilà. Écoutez, je vous propose d'enchaîner. Cette fois-ci, on va parler d'un autre grand événement qui a fait parler de lui. Et c'est évidemment le Super Bowl. Euh, Il y a des rappels à l'ordre dans la chatroom. Et c'est évidemment le Super Bowl qui a été l'événement du week-end, la fameuse finale du Super Bowl, parce que c'est pas juste le Super Bowl, mais la fameuse finale du Super Bowl avec l'équipe qui accueillait le match, qui a remporté, voilà, grand plaisir justement des supporters qui étaient sur place. Mais au-delà du match, dont je dois vous avouer que c'est pas vraiment quelque chose qui m'intéresse, hein. Moi, j'ai pas suivi. Je suis uniquement pour les trailers ou les publicités parce que c'est un grand événement culturel américain principalement, même si bon, on en parle beaucoup à l'international. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, il y a généralement des bonnes annonces, enfin des annonces assez intéressantes, des trailers, des pubs, etc. À suivre et dont on débriefe après. Et ben du coup, tradition oblige, après vous avoir présenté une publicité la semaine dernière sur Amazon Alexa, et ben je voulais vous parler d'une pub qui m'a fait sourire, qui a été diffusée lors du Super Bowl. Lors de la finale, et qui était en fait pour la plateforme de crypto-monnaie, d'échange de crypto-monnaie Coinbase. Donc voilà, Coinbase, vous connaissez, on en a parlé quelques fois déjà dans le mug. Ça permet, donc c'est une plateforme, comme je le disais, qui permet d'échanger des crypto-monnaies. Et donc voilà, ils ont profité de la finale du Super Bowl pour pouvoir faire de la pub en surfant sur comment dire, sur une référence de pop culture assez connue. Donc je vais vous montrer un petit peu quand même la petite pub, si ça fonctionne. Hop.
Et voilà. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qui se passait? Eh ben, tout simplement, c'est ce carré de QR code qui rebondissait et qui a atterrissé parfaitement dans le dernier coin de l'écran tout à la fin. Donc, tout ça, pourquoi ça fait sourire? Alors, déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est assez cryptique d'avoir ce petit cube de couleur avec juste un QR code à l'intérieur qui rebondit un peu comme les menus de DVD qu'on pouvait voir à une certaine époque. Et qui dit blague sur les menus de DVD dit potentiellement The Office. Et donc, pour ceux qui se rappellent pas, et tant pis si on se fait un petit peu gentiment striker potentiellement sur Twitch, qui dit The Office, qui dit justement cette fameuse scène où on a Steve Carell qui donne une réunion et qui a toute son équipe qui ne l'écoute pas et qui ne le regarde pas, mais qui est suspendue au progrès de ce petit carré qui rebondit sur les bords de l'écran en se demandant à quel moment il va atteindre justement le bord parfait, l'angle parfait de la télé. Hop, j'accélère un petit peu. Et donc on suit avec grand suspense les membres de la réunion qui suivent avec exaspération et passion, justement, ce suspense de ce petit carré qui va potentiellement, à un moment donné, atteindre le bout de la télé. Voilà, désolé, j'ai pas résisté à vous partager cet extrait. J'avoue, je me fais plaisir un petit peu ce matin, mais en même temps, hein, si je me fais plaisir, je peux espérer que ça vous fasse plaisir également dans la chatroom en vous montrant ce petit extrait. Alors moi je me rappelais pas, parce que moi j'ai pas vu tous les épisodes de The Office, me tapez pas dessus, mais je me rappelais pas de cet épisode, mais je trouve ça, voilà, ça m'a fait sourire. Et donc du coup évidemment la pub Coinbase fait évidemment référence à The Office avec ce fameux suspense. Donc du coup on peut se dire non mais ils ont payé un emplacement publicitaire au Super Bowl juste pour faire rebondir un QR code sur l'écran. Bah dis donc, on peut se demander en fait s'ils ont vraiment bien fait usage de leur pub. Bah en fait autant vous dire que oui, parce qu'elle a marqué les esprits. Tout le monde en parle. Il y a eu plein d'articles sur le sujet et en fait ça a fait une bonne référence à la pop culture. Donc du coup ça s'est bien répandu. Qu'est-ce qui se passait lorsque vous flashiez le QR code? Parce que quand même il y a un QR code, donc on peut se demander qu'est-ce qu'il y a derrière. Et en fait, ça vous menait tout simplement vers le site internet de Coinbase, évidemment, avec une promotion de $15 offert en Bitcoin si vous, si vous rejoignez le site Coinbase, la communauté Coinbase. Voilà. Donc moi je trouve ça, comme le dit Hippomenie, je trouve ça brillant comme publicité. Toute simple, mais très efficace. Voilà, voilà. Souvenirs. Il y en a qui sont nostalgiques là dans la chatroom, je vois. Donc je suis pas la seule. L'orange me dit ça ne me fait tellement pas rire The Office. C'est un humour particulier, hein. Franchement moi je suis pas en train de dire ah mais c'est incroyable, si ça vous fait pas rire vous êtes nuls, etc. Je sais qu'il y en a qui sont assez radicaux sur il faut aimer un truc ou il faut rire à quelque chose. Franchement enfin, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs, quoi. On a tous des sensibilités différentes. Et moi, je comprends tout à fait que certains humours ne résonnent pas chez certains d'entre nous, hein. Moi, tout ne me fait pas rire. Je suis généralement pas très bon public pour les comédies. Mais, y a, mais j'avoue que The Office... il y a quelques petites choses qui m'ont fait rire. Voilà. Et même pour vous dire, petite anecdote, je m'étais même servi avec un collègue, on s'était servi d'un sketch de The Office pour faire une présentation à l'échelle de notre boîte, pour parler des dernières actualités de la boîte en termes
de tout, hein, de produits, d'arrivée de nouveaux collègues, etc. On fait ça généralement une fois par mois et généralement c'est différentes personnes qui le font et on a des thématiques. Et ben, nous on avait choisi une thématique où on s'est servi de The Office pour faire rire les collègues. Voilà, et ça avait plutôt bien marché. On s'était bien marré tout en étant sérieux quand même. Est-ce que l'humour de Jérôme te fait rire? Eh ben, pas à tous les coups. Au risque de le vexer, mais après il le sait. En fait, le problème avec l'humour de Jérôme, c'est que surtout, c'est des jeux de mots. Et donc, en fait, c'est pas forcément que ça me fait pas rire, c'est que je percute pas. En fait, le problème est plutôt de mon côté, c'est que je percute pas assez rapidement. Je suis pas très très douée pour les jeux de mots et à connecter des concepts entre eux. Voilà, parce qu'en fait, dans ma famille, on n'avait pas du tout cette tradition de jeu de mots, donc j'ai jamais entraîné ce muscle. Et puis après, encore une fois, on a des sensibilités différentes. Voilà. Voilà. Je vous propose, après la fameuse pub Coinbase, de continuer avec une autre actualité ce matin. Et cette actualité, cette fois-ci, encore grand événement, hein, après le Super Bowl, on va enchaîner avec les Oscars. Les Oscars qui ont annoncé leur fameuse nomination la semaine dernière. Je crois, il me semble que c'était la semaine dernière. Et donc, qu'est-ce qui se passe du côté des Oscars? Eh ben, donc, on le sait, hein, les Oscars, c'est un peu, comment dire, ils clôturent un petit peu la saison des grandes remises de prix américaines. Attention, je dis américaine parce qu'il y en a ailleurs. Et donc, ils ont annoncé hier la création d'un nouveau prix qui va mettre en valeur le public, puisque c'est un prix décerné par le public, voilà, qui célébrera le film le plus populaire de la saison. Voilà, donc en fait, comment ils ont mis ça en place? Ce sera un vote qui sera organisé notamment sur Twitter ou sur le site internet des Oscars. Alors attention, je me suis un petit peu renseignée ce matin pour voir un petit peu sur le vote sur le site internet. En fait, c'est ouvert uniquement aux résidents des États-Unis, hein, voilà. Ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre, parce que j'ai pas trouvé cette information ailleurs et il a fallu que j'aille lire dans les petites lignes et les petites conditions d'utilisation du site internet des Oscars pour voir un petit peu les conditions de participation à ce tirage au sort, tirage au sort, vote. Euh, et en fait, pourquoi j'étais un petit peu perplexe, et après j'ai lu en diagonale les règles de participation, c'est que tout simplement, donc, il y a un vote organisé pour élire donc, le film le plus populaire par le public. Et qu'est-ce qui va se passer suite à ça? Il va y avoir notamment un tirage au sort avec 3 chanceux qui seront invités à remettre un Oscar lors de l'édition 2023. Donc là, tout de suite, pour cet aspect-là, je comprends pourquoi c'est limité du coup au sol américain, hein, parce que si vous devez faire déplacer, tout frais payé, 3 personnes qui sont à travers le monde entier, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc là, de restreindre au sol américain, c'est quand même un peu plus pragmatique. Mais du coup, ce qui n'était pas très très clair pour moi, et c'est parce que j'ai lu en diagonale, je n'avais pas le temps de creuser un peu plus, c'est est-ce que les votes faits sur Twitter par des personnes qui n'habitent pas, qui ne résident pas sur le sol américain seront quand même comptabilisés? A priori, je sais pas. Je suis incapable de vous dire. C'était pas très clair. Parce qu'en fait, du coup, ce que je comprends pas, c'est que sur Twitter, on peut pas limiter la participation, puisque n'importe qui peut mettre les hashtags nécessaires pour entrer dans la compétition. Et quand vous lisez les petites lignes sur le site des Oscars qui vous permettent de voter, bah nous, comme on est sur... En tout cas, moi, peut-être que vous n'êtes pas sur le sol français dans la chatroom, mais moi qui suis sur le sol français, en visitant le site des Oscars pour voter, ben, il était inaccessible pour moi. Voilà, donc pour cette raison. Donc je sais pas. Pas très très clair là-dessus. En tout cas, pourquoi il y a ce vote qui a été organisé? Tout simplement, c'est pour attirer potentiellement un nouveau public de fidèles, parce qu'il y a cette problématique que les audiences des dernières cérémonies des Oscars n'ont fait que chuter ces dernières années.
Donc comme je vous disais, hein, cette fameuse annonce de nouveaux prix, elle arrive justement alors que les nominations étaient dévoilées la semaine dernière. On a remarqué notamment, et ça a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux, que les grosses productions hollywoodiennes ont été un petit peu snobées, notamment Spider-Man No Way Home, et j'ai envie de vous dire pour de très bonnes raisons, parce il ne méritait même pas d'être nominé tellement c'était une purge. On peut en discuter si vous voulez dans le petit FAQ à la fin de l'émission. Ou le dernier James Bond qui, alors franchement, j'aime bien Daniel Craig en James Bond, alors vraiment, voilà quoi. Je comprends pourquoi il n'était pas nominé non plus. Voilà, mais quand même s'ils n'ont pas été nominés, c'est quand même des films qui ont pratiquement sauvé le box-office durant une année de restrictions sanitaires à eux seuls. Et donc du coup, c'est pourquoi les spécialistes, en tout cas, du sujet, craignent que justement l'absence de ces grosses productions hollywoodiennes justement n'éloigne un peu plus le grand public de la cérémonie des Oscars. Et donc du coup, parce qu'en fait quand même la cérémonie des Oscars, c'est pour apporter de la lumière sur des productions et des films voilà, qui ont été salués par la critique et donc leur donner une visibilité supplémentaire. Or, si finalement les gens ont l'impression qu'on les écoute pas, ou en tout cas que c'est une élite qui va remettre des prix à des programmes qui vous intéressent pas, des films qui vous intéressent pas, en fait, ils vont carrément échouer dans leur mission, justement, d'apporter plus de visibilité à ces productions, à ces films, quoi. Typiquement, ce genre de remarque, Stum000, qui nous dit les Oscars deviennent trop snobs. Voilà, donc je pense que c'est la peur des Oscars, et je pense qu'elle est légitime aussi, hein, où justement ils veulent pas avoir cette fracture avec le grand public. Voilà. Et donc du coup, pour information d'ailleurs, cette 94e édition se déroulera le 27 mars prochain à Los Angeles. En attendant, du coup, les fans pourront voter sur Twitter ou le site internet si vous êtes résident aux États-Unis avec le hashtag Oscar fan favorite. Voilà, pour pouvoir voter pour leur film favori. Justement, l'idée, c'est de rebooster potentiellement les audiences de la cérémonie qui se sont, comme je vous le disais, effondrées ces dernières années. Avec, par exemple, 10 millions de téléspectateurs l'an dernier seulement. Alors, certes, c'était en pleine pandémie, mais quand même, c'était aussi une édition qui avait surtout primé des films indépendants comme No Man's Land de Chloé Zhao, d'ailleurs, que j'ai pas vu. Et ce chiffre était en baisse de 56% par rapport à l'édition précédente. Donc voilà, 10 millions de spectateurs, c'était une chute de 56% en termes d'audience par rapport à l'année précédente, qui marquait déjà elle-même le score le plus bas en termes d'audience. Le score le plus bas historique en termes d'audience. Donc c'est pour vous dire que les Oscars sont sur une pente dangereuse en termes de reconnaissance grand public et d'impact sur la communication de ces films. Voilà, donc c'est un vrai risque finalement pour les Oscars, et donc ils essayent de se renouveler en utilisant potentiellement Twitter. Voilà. Alors, ma petite hypothèse, en réfléchissant un petit peu 2 secondes sur ce vote, potentiellement ce que je vois, c'est que le tirage au sort pour potentiellement faire partie des 3 gagnants qui présenteront l'Oscar, c'est restreint aux personnes qui rentrent dans cette compétition, parce qu'il y a un deuxième hashtag, normalement c'est ce que j'ai vu sur le site internet, à additionner en plus de Oscar fan favorite pour entrer dans la compétition du tirage au sort. Et puis je pense que n'importe qui utilise le Oscar fan favorite peut quand même avoir son compte comptabilisé pour le film le plus populaire. Donc je pense que ça, c'est plus logique en termes de mécanisme. Voilà, je pense que c'est pour ça que j'ai lu un peu trop vite. C'est quoi l'intérêt de ces cérémonies, Tiffany Nuke? Tout simplement, c'est que pour quand même apporter de la visibilité sur les films. Hein. Apporter de la visibilité, de la reconnaissance de la profession et du public sur les meilleurs films à ne pas rater. Donc c'est quand même aussi une opération marketing. Hein. Faut pas y voir beaucoup plus. Le problème, c'est qu'en fait, si le grand public ne le suit pas et ne le suit plus, eh ben, l'impact et la puissance des Oscars rétrécit, en fait. C'est ça, en fait, l'enjeu ici, hein, pour la cérémonie des Oscars.
Les gens sont allés moins souvent au cinéma avec le Covid, des sorties de films qui ont été reportées, etc. Ouais, c'est clair. Moi, quand je vois ce que... je réfléchis aux dernières fois où je suis allée au cinéma. On a vu 2 films en décembre, enfin à Noël. Et alors avant ça, j'essaie de me rappeler le dernier film qu'on a pu voir. Je me rappelle pas. Ouais, j'ai... Non, je me rappelle pas. Après, j'ai pas une très bonne mémoire pour ça. J'ai un peu une mémoire de poisson rouge. Voilà en tout cas pour les Oscars. Merci Yon Shen pour ton abonnement. 8e mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Après, c'est sûr que le cinéma n'est pas donné, hein. Non, mais là-dessus, on est d'accord. Voilà en tout cas pour les Oscars. À voir hein, s'ils vont réussir du coup à mobiliser le public et les réseaux sociaux sur la cérémonie, hein. Ça serait intéressant potentiellement même changer la manière dont ils comptabilisent les audiences des Oscars avec comptabiliser potentiellement le nombre de hashtags finalement lors de l'événement ou même avant. Le but en fait c'est de créer de l'émulation et de la communication autour de l'événement des Oscars finalement. Donc ça serait potentiellement intéressant qu'ils changent un petit peu leur manière de comptabiliser l'impact de cet événement auprès de manière générale. À voir si c'est quelque chose qui va changer. Voilà, donc tout simplement, donc là pour terminer, je vous cite une remarque de Meryl Johnson, la vice-présidente de l'Académie des Oscars, qui est justement chargée du marketing numérique et qui explique un petit peu la démarche. Et elle dit notamment que ça va permettre de participer au spectacle en temps réel et de créer une communauté, de faire partie de l'expérience comme jamais auparavant. Donc c'est vraiment l'idée d'inclure le grand public, retrouver une connexion avec le grand public et les inviter à prendre part et à influencer dans une catégorie bien distincte évidemment les prix décernés. Donc à voir. À voir, on vous tiendra au courant et sûrement qu'on en débriefera dans le mug hein, pour les prix, même si c'est pas directement lié au streaming, il y aura certainement, on en parlera certainement parce qu'il y aura des films qui sont disponibles uniquement en streaming ou pas, et donc ça sera intéressant de faire la comptabilisation des points tout simplement. Voilà, je vous propose d'enchaîner avec notamment des petits changements sur Netflix et Disney Plus à venir, puisque comme je vous le disais lors du sommaire ce matin, eh ben, il y a les séries Marvel, donc comme je vous le disais, Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, The Defender, The Punisher, Iron Fist, etc. Donc toutes les saisons hein, de chaque série que je viens de citer qui vont bientôt ne plus être disponibles sur Netflix. Voilà, donc ça, c'est une information qui a été publiée le 11 février dernier dans les colonnes de What's on Netflix, justement pour actualiser un petit peu qu'est-ce qui va se passer et quel type de contenu il y aura sur la plateforme. Elles n'ont plus... c'est des séries, donc toutes ces séries, c'est des séries qui n'ont pas été renouvelées après février 2019. Donc c'est vrai qu'on n'en entendait plus forcément parler. Ils se sont un petit peu rappelés à nous, puisqu'il y a eu des petites apparitions de ces personnages de série dans certaines productions Disney et Marvel. Rappelez-vous, pour ceux qui ont vu le dernier Spider-Man, on a vu une apparition de Daredevil, notamment dans le dernier Spider-Man, avec l'acteur de la série, d'ailleurs. Donc voilà, il commence à y avoir des ponts qui sont construits entre les séries Marvel qui étaient auparavant disponibles sur Netflix et les séries Marvel ou les films Marvel qui sont la propriété de Disney qui commencent à créer des liens. Potentiellement, donc, la stratégie, c'est évidemment pour Disney, qui n'avait pas sa plateforme à l'époque où ces séries avaient été lancées, de rapatrier évidemment tous ces programmes sur la plateforme Disney+, et pour pouvoir avoir une offre cohérente où maintenant ils peuvent tout héberger. En effet, il n'y a plus trop de justification sur laisser ces séries finalement sur Netflix à la fin de cette négociation de droits. Et donc, à partir de quand ces séries ne seront plus disponibles sur Netflix, ce sera à partir du 1er mars, donc dernier jour, 28 février, où vous pourrez continuer à regarder les programmes. Vous avez la moitié d'un mois, hein, 15 jours, même pas parce que, voilà, 13 jours.
Le compte à rebours est lancé. 13 jours pour vous faire... Combien de saisons il y a 3, 3, 3, 3, 6, 8, 10, 12, 13. 13 séries. 13 séries. 3 saisons pour Daredevil. 13 saisons. 3 saisons pour Daredevil. 3 saisons pour Jessica Jones. 2 saisons pour Luke Cage. 2 saisons pour Iron Fist. 2 saisons pour The Punisher. Et 1 saison pour The Defenders. Voilà. Donc 13 saisons à rattraper en 13 jours. Autant vous dire que même moi qui en ai déjà vu, je vais pas prendre le pari de regarder. Non, je me sens pas là. Mais vous avez 13 jours du coup pour en profiter sur Netflix. Et c'est vrai que voilà, c'est tout à fait logique que quand même Disney rapatrie un peu tout sur sa plateforme. Donc on n'a pas encore d'annonce officielle de la part de Disney+, que ça sera disponible sur la plateforme, mais ça paraît quand même très logique. On pourra regarder le 1er mars ensemble si justement ça apparaît ou pas. Wendigo nous dit d'ailleurs, on n'explique pas qui était le gars dans le film, pas terrible pour ceux qui suivaient pas la série. Tu as l'impression que le quidam moyen est balèze dans le monde de Spider-Man. Ouais, j'avoue. Je pense que c'était vraiment un clin d'œil. euh, et pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça pouvait paraître un peu étrange euh, pour ceux qui n'ont pas suivi. Après, il y a plein de références. Moi, elles me passent très très loin au-dessus de la tête, hein. Genre, je pense que j'ai dû rater la majeure partie des références dans les films Marvel, hein. Et même pourtant, alors que je les ai tous vus, sauf on n'a pas vu encore Black Widow. En termes de film, hein, parce qu'en termes de série, je vous dis que j'ai vraiment pas tout vu. Le dernier Spider-Man est du fanservice à tous les étages, oui, ce qui limite assez son intérêt, moi je trouve, mais bref. Ouais, je conseille la saison 1 de Jessica Jones, j'en garde un très bon souvenir, pas forcément des saisons suivantes, mais la saison 1, j'en garde un très bon souvenir, ouais, tout à fait. Voilà en tout cas pour les petits changements concernant les séries Marvel. Et puis, autre petit changement qui arrive, c'est notamment l'arrivée de Brutix, l'offre de Brutix qui arrive sur Prime Video. Alors attention, donc certes la plateforme de streaming du média français Brut rejoint les chaînes du service d'Amazon, mais rejoint uniquement les chaînes. C'est-à-dire que c'est pas en accès gratuit sur Amazon Prime Video si vous avez déjà un abonnement Prime Video, c'est que c'est disponible en termes d'agrégation, c'est-à-dire que vous pouvez souscrire à la chaîne directement depuis Amazon. À savoir, petit rappel, vous ne pouvez pas souscrire aux chaînes depuis l'application mobile Amazon Prime Video. Je soupçonne que c'est pour des raisons de petites commissions Apple sur les abonnements. Et donc, du coup, je pense que vous pouvez le faire depuis le web, hein, tout simplement. Mais donc, tout simplement, pour ceux qui sont intéressés à bénéficier du contenu Brutix, vous pourrez en bénéficier si vous souscrivez à un abonnement de 4,99€ par mois directement depuis Amazon Prime Video, en plus de votre abonnement Prime Video déjà actuel, qui pour ceux qui n'ont pas l'abonnement Prime classique s'élève à 5,99€ par mois. Voilà. Donc l'intérêt ici, évidemment, pour Amazon, c'est d'enrichir son offre de chaînes et son rôle d'agrégateur de chaînes ici, mais également pour Brutix de potentiellement avoir plus de visibilité sur cette nouvelle plateforme. Donc on verra un petit peu si ça lui sert. C'est vrai que voilà, après un an de lancement relativement discret quand même sur la plateforme, elle s'est fait remarquer par certains programmes. Ça sera intéressant de voir si il y a des données d'abonnement ou de visionnage qui bougent avec cette visibilité croissante en tout cas pour Brutix. Est-ce que vous connaissez Brutix et est-ce que vous avez déjà regardé des programmes où vous êtes abonné justement à Brutix ou pas? C'est que là, ça revient tellement cher maintenant si tu veux avoir accès à toutes les séries, ouais. C'est sûr, il faut euh,
Il faut faire des choix. Désolée, je lisais les commentaires. Le dernier bon Marvel, Les Éternels. Oui, en fait, je l'ai pas vu celui-là. Donc je disais que j'avais vu tous les films, mais même pas. J'ai pas vu Black Widow, j'ai pas vu Les Éternels. Et tu me dis que c'est un dernier bon Marvel. Intéressant. À voir. Première fois que j'entends ce nom. Boule de Neige nous dit abonné juste un mois et j'ai tout regardé dans ce mois-là. Ah oui, bah, du coup, t'es rapide, hein. Après, il y a peut-être du nouveau contenu qui est arrivé depuis. Donc à voir. En tout cas, vous êtes informés sur Brutix. Donc maintenant, vous saurez où les trouver si c'est quelque chose qui vous intéresse. C'est la fin des actualités tech ce matin. J'espère que ça vous a plu. Je vous propose de mentionner notre petit sponsor ce matin. Vous le connaissez, hein, vous commencez à le connaître. Évidemment, c'est Trade Republic. Donc Trade Republic, c'est quoi? C'est une application qui vous permet de placer de l'argent facilement. Donc c'est d'abord très simple puisque vous avez une interface minimaliste. Voilà, vous pouvez acheter des actions, des groupes d'actions, etc. Et pour s'inscrire, ça se fait en 2 clics parce qu'il vous suffit uniquement d'une pièce d'identité et un RIB et c'est fait. De plus, c'est transparent puisque vous pouvez avoir des plans d'investissement programmés. Vous pouvez notamment vous rassurer car il n'y a pas de frais cachés. C'est toujours 1 euro par transaction. Donc assez adapté quand vous avez des investissements réguliers d'un certain montant. Et puis également, c'est solide puisque c'est une start-up allemande qui a sa propre licence bancaire soutenue par Solaris Bank avec des dépôts garantis à hauteur de 100 000 euros. Donc plutôt rassurant. Donc voilà, donc en tout cas, si vous vous posiez des questions sur, vous essayez un petit peu au trading, ça peut être intéressant que vous jetiez un œil si ça vous intéresse. Attention, évidemment, on promouvoit la plateforme et les services. En aucun cas, on va vous donner des conseils d'investissement. C'est pas du tout notre rôle et c'est pas du tout notre expertise, hein, d'ailleurs. À savoir, grâce au sponsor avec Naotech, lorsque vous ouvrez un compte Trade Republic, vous pouvez le faire d'abord gratuitement dès aujourd'hui et vous avez la chance en tout cas d'être tiré au sort pour gagner potentiellement une action jusqu'à hauteur de 200 euros. Donc potentiellement moins et maximum 200 euros en termes de valeur. Donc ça, vous le saurez si vous créez votre compte. Voilà, un grand merci à Trade Republic de sponsoriser l'émission et de nous permettre de pouvoir vous proposer tout simplement cette émission à vous. Voilà, je vous propose de terminer tranquillement l'émission avec la petite cerise sur le croissant. Et voilà, c'est la fin de l'émission. On a passé quelques petites minutes à discuter et à faire le lien avec l'article que je vous avais fait la semaine dernière, notamment sur le biais de genre sur Wikipédia et notamment la faible présence des biographies de femmes célèbres ou en fait de femmes qui ont eu un impact. Voilà, et donc sujet moi qui m'a particulièrement passionné, qui a fait parler aussi dans la chatroom. Et donc, je remercie énormément Pronoia. Pronoia13 sur Twitter qui m'a gentiment répondu à ce sujet et qui m'a redirigé vers 2 projets français qui justement luttent contre ce biais de genre et qui va promouvoir justement la création, l'édition, la création de contenu pour promouvoir la visibilité de femmes célèbres ou en tout cas de femmes qui ont contribué à des avancées scientifiques, technologiques, etc., culturelles et compagnie. Donc super intéressant. Voilà, donc c'est des initiatives qui ont été lancées au sein de la communauté afin d'améliorer justement la visibilité des femmes sur l'encyclopédie. Et donc les projets dont je voulais vous parler, et donc vous avez même une page Wikipédia pour en savoir plus, et je m'étais dit que peut-être dans la chatroom, si vous aimez Wikipédia, potentiellement ça peut en motiver certains d'entre vous, si vous souhaitez en fait contribuer, et vous savez pas comment trop vous y prendre, vous n'avez pas envie forcément de le faire seul, etc. En fait, rejoindre ce type d'initiative, ça peut être assez sympa pour passer un bon moment, et en plus rencontrer des personnes généralement qui sont super intéressantes parce que justement elles sont engagées dans ce genre d'initiative. Donc je trouve que vraiment ça c'est hyper intéressant.
Le premier projet, la première initiative dont je voulais vous mentionner et que Pronoia a porté à mon attention, c'est le projet Les 100 pages. Donc le projet Les 100 pages est né du besoin donc, de combler le fameux fossé et le biais de genre sur Wikipédia. En février 2021, Wikipédia en français comptait 503 586 biographies d'hommes contre 115 542 de femmes. Donc, ça rejoint les statistiques donc, que je mentionnais la semaine dernière, une présence de 18,66% de biographies féminines. Donc ça s'inspire d'autres projets qui existent ailleurs dans la sphère Wikipédia, Women in Red and Art and Feminism, donc des projets anglophones. Avec justement lesquels il collabore, le projet 100 pages collabore pour justement des traductions et pouvoir avancer plus rapidement pour combler ce fossé et ce biais de genre. Donc le principe c'est qu'il crée et améliore des articles Wikipédia portant sur les femmes, sur les féminismes et le biais de genre et d'autres sujets sous-représentés. Donc là, hyper intéressant. Un grand merci Olivier pour ton abonnement Prime, 16e mois d'abonnement, un grand merci à toi. Et ils enrichissent également d'illustrations, de données, etc. Et ils s'entraident. Donc voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver le lien de ce projet et de cette initiative directement dans le Flipboard Nowtech. Je vous encourage vraiment à le faire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez trouver plus d'informations directement sur Wikipédia. C'est le projet Les 100 pages. Donc 100, c'est S-A-N-S, page, P-A-G, ES avec le E majuscule et vous pourrez trouver plus d'informations. Le deuxième projet que je voulais vous mentionner que Pronoia a porté à mon attention, c'est le projet qui s'appelle Atelier Femmes et Féminisme et qui est basé à Nantes. Donc voilà, pour ceux qui sont potentiellement dans la région de Nantes, ça peut être encore plus sympa de se retrouver et de rencontrer ces personnes en vrai. Et donc c'est quoi ces ateliers ? C'est des ateliers de contribution femmes et féminisme qui sont un moment de découverte, entraide, travail collaboratif, encore une fois pour la même mission, augmenter et améliorer les contenus de Wikipédia sur la contribution des femmes à l'histoire, le matrimoine et le féminisme. Donc ce sont deux objectifs qui ne sont pas dissociables. Les ateliers de contribution sont ouverts à toute personne qui œuvre à réduire le biais de genre sur Wikipédia. Contenu et participation des femmes. Et la participation aux ateliers se fait sur inscription. Il y en a tous les mois. Donc franchement, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc là, encore une fois, il nous partage quelques données justement par rapport au biais de genre sur Wikipédia. 10% des contributeurs sont des femmes seulement. 18% des biographies concernent des femmes seulement. Donc 18,66, c'est ce qu'on disait précédemment. Voilà, donc c'est vraiment très très cohérent avec l'autre projet 100 pages. Il y a l'un ou l'autre. Vous pouvez vous renseigner, en tout cas si l'un ou l'autre vous intéresse. Contactez les personnes via les contacts qui sont partagés. Et donc l'objectif c'est le même, rendre visible la réalisation des femmes dans Wikipédia et augmenter le nombre de contributrices aux différents projets Wikimedia, donc la participation même des femmes. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et alors après c'est vrai que vous allez dire si on est un homme, on n'a pas forcément le droit de participer à justement accroître la visibilité des femmes sur Wikipédia. Non, évidemment, je pense que c'est pas vraiment la position ici. Le principal enjeu, c'est d'augmenter la visibilité des femmes en termes de contenu sur Wikipédia. Et n'importe qui est bienvenu. Mais c'est vrai que si on arrive aussi à lutter sur le fait qu'il y ait seulement 10% des contributeurs qui sont des femmes, ça va naturellement changer aussi l'équilibre des types de contenus qui sont mis en lumière sur Wikipédia. Donc vraiment, l'idée, c'est aussi d'avoir un cercle vertueux par rapport à ça. Voilà. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous a intéressé. Ça me portait à cœur d'en parler ce matin. Encore une fois, un grand merci à Pronoia sur Twitter d'avoir partagé avec moi et via le compte Wikipédia France ces deux projets vraiment super intéressants. Donc un grand merci. Un grand merci Wormhole pour ton abonnement. Un grand merci, 19e mois d'abonnement. Waouh, joli.
Et est-ce qu'il y en a, petite question, avant qu'on passe peut-être un FAQ avant de se quitter, est-ce qu'il y en a qui participent déjà à Wikipédia? Ça peut être juste des éditions, des corrections, voilà, de temps en temps, ou de la création carrément. Naotech est sur Nantes? Non, Naotech est sur Paris. Mais j'aimerais bien visiter Nantes. Je suis jamais allée à Nantes. C'est une ville qui m'intéresse. Il y a peut-être aussi moins de femmes connues que d'hommes car elles n'avaient pas aussi d'importance que maintenant. Oui, oui, Nicolas, c'est un des problèmes. C'est qu'en fait, on invisibilisait les femmes à l'époque. Tout à fait. Donc justement, il faut lutter et rétablir ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire aussi. Ouais, moi aussi, je fais le don annuel, mais je j'ai jamais contribué à Wikipédia. Mais je trouve vraiment ça super, quoi. J'ai fait un peu de Wikipédia, ça fait longtemps que j'y suis pas revenue. Donc ouais. En tout cas, ben voilà, n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Je vous propose tranquillement de passer au cornfac. Et voilà, on va rester 5 minutes ensemble. Vous allez me voir ébloui par le soleil, parce qu'il y a le soleil qui se lève juste devant moi. On va rester 5 minutes ensemble pour discuter. Si vous avez des questions, que ça concerne les articles du jour ou quelque chose de complètement différent, n'hésitez pas dans la chatroom. Tiens, je vais troller Fonfon, je vais voir s'il a enfin accepté ma demande d'amis sur Discord. Hop, je regarde. Ah, j'ai l'impression que c'est fait. C'est bon. Il a arrêté de me ghoster. Contribution occasionnelle, nous dit Xintir sur Wikipédia. Est-ce que tu peux rappeler ce que les cornflakes, cerises sur le gâteau, etc. Alors les cornflakes, c'est tout simplement, vous voyez un petit peu comment je me fais éblouir. Les cornflakes, tout simplement, alors attendez, hop, je vais me mettre là. Voilà. C'est un moment où en fait on discute ensemble, où je réponds à vos questions. Voilà. Il n'y a pas forcément de thématique définie. C'est vous dans la chatroom qui définissez de quel sujet vous souhaitez parler. La cerise sur le gâteau, c'est un peu comme ce que ça veut dire un petit peu. Enfin, la cerise sur le croissant, c'est vraiment le petit plus, la petite pointe sur laquelle je voulais porter un petit peu d'attention en fin d'émission rapide. Voilà. Et la tartine, c'est le gros article, le gros focus de l'émission. Voilà. Alors, j'ai un petit peu vos commentaires. Cool, j'ai mon assistant qui ferme les rideaux. Parfait. Merci. Ah, oui, ok. Désolée, j'ai la petite oreillette en face de moi qui m'envoyait des messages subliminaux, pas très très discrets. C'est bon, non mais c'est bon, t'inquiète. Ça Ça va, vous avez assez de thé, vous voulez des petits gâteaux? Tout va bien, merci Tout va assistant. bien. Bon. Non mais là je suis orange. Non, 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 ça va plus t'es du trop tout là. orange. Merde. Ah, les assistants, c'est plus ce que c'était, hein. Franchement, Ouais, ça va. bon voilà, écoutez, je serai écarlate pour la fin de l'émission, c'est pas très important. Euh, Le projet est intéressant. Ouais, moi j'ai trouvé ça génial. Si j'avais du temps, si j'avais du temps, c'est quelque chose que je trouverais particulièrement intéressant, surtout de rencontrer des personnes qui sont intéressées par le même sujet. Je suis sûre que ça pourrait donner lieu à des discussions passionnantes et tout simplement apprendre aussi sur ces femmes qui ont contribué à la culture, à la science, à l'histoire, etc. Vraiment, je trouve ça vraiment très très intéressant et très chouette comme projet. Mais bon, j'ai pas le temps, donc voilà, mais
Euh, Hop, je lis un petit peu vos commentaires. Ah, il n'y avait pas de tartine El Chico aujourd'hui. Oui, quand on a invité, c'est entre quatre œufs. Le Tecos qui vient régler les miens en fin d'émission, c'est un peu ça, ouais. Les enceintes que tu as mis en vente sur le Discord, tu t'en servais pour quoi exactement? Eh ben, tout simplement, c'était mes enceintes. Voilà, c'était mon système son. J'avais juste ça parce que j'avais pas un appartement aussi grand, enfin un salon aussi grand que celui qu'on a aujourd'hui dans l'appartement, donc ça suffisait. Elles envoyaient déjà bien. Et là, comme on voulait un système son qui est Dolby Atmos, donc Surround et Dolby Atmos, et ben du coup on a carrément acheté un ensemble d'enceintes et donc du coup c'était mieux d'avoir des enceintes qui étaient cohérentes entre elles, qui allaient ensemble. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me sépare de mes deux enceintes bibliothèque focales, qui en fait sont pas très vieilles. Elles ont quoi? Enfin, je me souviens même plus. J'ai donné la date d'achat dans l'annonce, mais en fait, elles sont en super bon état. Elles sont chouchoutées, elles sont dans leur carton d'origine, voilà. Donc c'est pour ça que je les mets en vente, parce que j'ai pas vraiment d'utilisation pour elles actuellement. Ouais, j'ai pris un coup de soleil, ouais. Non, mais il faut dire, j'ai pas de mine. Quelle est ta série du moment? Oula. La série du moment. La série du moment, je regarde. Euphoria. Deux séries du moment. On a fini Boba Fett! Je fais ça parce que je suis contente que ça soit fini. Je suis désolée pour les fans, mais bon, je vous avoue. Alors après, les derniers épisodes étaient bien parce qu'il y avait The Mandalorian, mais alors, voilà quoi. C'était très inégal quand même. Sinon, les séries du moment, c'est Euphoria et The Good Fight, où je rattrape mon retard sur notamment la dernière saison, la saison 5. Et j'adore cette série. The Good Fight, vraiment, elle est. J'adore parce qu'en fait, elle va traiter vraiment de sujets d'actualité et de sujets de société. Et notamment, là, la dernière saison, elle traite notamment de l'invasion du Capitole. Les premiers épisodes, en tout cas, de la série parlent de ça, hyper intéressant. Vraiment, ils sont toujours, et notamment des nouvelles technologies aussi, hein, ils vont en parler, notamment sur la modération sur les réseaux sociaux, etc. Donc c'est pour ça que vraiment, si vous êtes fan de tech, et que vous êtes intéressé par ces sujets sociétaux, vraiment The Good Fight, c'est une très bonne série à voir, et notamment pour comprendre aussi certaines lois et mécanismes juridiques aux États-Unis qui, mine de rien, ont beaucoup d'impact sur qu'est-ce qui se passe en termes de technologie à l'international. Parce que c'est souvent, mine de rien, des sociétés tech hein, américaines. Et vraiment, cette série, les acteurs sont formidables. Et je trouve que cette série, elle se bonifie avec le temps. Et donc, pour information, The Good Fight, c'est un spin-off de The Good Wife, qui était, mais pas du tout aussi bien, finalement. Moi, j'ai regardé parce que j'aimais bien The Good Wife, et j'ai regardé The Good Fight. Mais alors, en fait, The Good Fight est encore vraiment beaucoup, beaucoup mieux que The Good Wife. Hein. Voilà. Donc vous suivez en fait le quotidien d'un cabinet d'avocats aux États-Unis qui va prendre des cas, et donc chaque épisode vous avez certains sujets abordés, et vraiment hyper intéressant. Ça porte à réflexion, c'est grinçant, il y a pas mal de sujets sur la politique américaine, vraiment vraiment très intéressant. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans la chatroom, vous avez le droit de pas aimer hein, d'ailleurs, mais moi je trouve ça assez délicieux comme série. Il y a des mini-sketchs animés qui vont vous expliquer l'impact de certaines lois américaines de manière assez ludique et assez didactique, hyper intéressant. Donc voilà, je vous avoue, c'est un peu une série chouchou Puis en plus, moi, je trouve qu'elle met de bonne humeur, elle est divertissante, elle est bien rythmée, les personnages sont vraiment très chouettes. Bref, voilà, moi, je trouve ça très chouette. Euphoria, très chouette série, elle est
elle est pas aussi légère. Voilà, Euphoria, c'est pas une série légère, quoi. Voilà. Mais c'est une très très bonne série, évidemment. Alors, j'ai un petit peu vos commentaires. J'avais une question sur les AirTags. À ton avis, est-ce qu'il va sonner si je le laisse dans ma voiture et que je prête ma voiture à quelqu'un? Je crois déjà que tu peux désactiver qu'il sonne. Je crois que tu peux le désactiver, ça, hein. Et après, sinon, tu peux l'enrouler dans quelque chose pour pas que ça gêne la personne qui empruntera ta voiture. Moi, par exemple, j'avais laissé mes clés à ma gardienne. Et en fait, c'est en me les rendant qu'elle a remarqué que ça sonnait. Je savais même pas, moi. Donc, je sais même pas pendant combien de temps ça a sonné. Parce que j'étais partie un week-end et j'avais laissé mes clés. The Good Fight, vous avez les premières saisons sur Amazon. Les dernières ne sont pas sur Amazon. Vous avez peut-être un cousin américain qui pourra vous y donner accès. Voilà, je ne détaillerai pas plus. Euh, As-tu déjà ou regardes-tu des séries coréennes? Si oui, lesquelles préfères-tu? Non, alors Nicolas sympa, écoute, non, pas de mémoire. Je me rappelle pas avoir regardé des séries coréennes parce que j'ai pas regardé celle qui a fait fureur là sur Netflix. Je l'ai pas regardé parce que bon, euh, ça m'intéressait pas trop. Ça avait l'air d'être un remake moins bien du film coréen que j'avais déjà vu. Donc voilà. Donc non, mais par contre, si vous en avez des biens à recommander, allez-y, hein. Donc voilà, The Good Wife, alors ça, je sais pas. Je crois que c'était disponible à un moment donné sur Netflix. Mais The Good Fight, Amazon Prime Video. Je viens de découvrir Euphoria, c'est assez hard. J'adore. Oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Dans tous les sens du terme. Ah, il y a Laurent qui est à la quatrième saison, bah tu vois, voilà. Je sais pas, si t'es à la quatrième saison, c'est que tu dois aimer. Mais voilà. J'ai vu la saison 1, mais j'ai pas encore commencé la saison 2 d'Euphoria. Bah, ben voilà. Comme quoi, t'as une très bonne série qui t'attend. Très bonne saison en tout cas. Enfin, elle est pas terminée, donc j'ai pas vu les derniers épisodes, mais voilà. Ah, c'est interdit de bloquer la sonnerie. Ok, je savais pas. Il me semblait que j'avais lu un article comme quoi ça allait pouvoir être paramétré. Oui, voilà, j'ai pas vu Squid Game, tout à fait. J'ai pas vu Squid Game. Donc voilà, en termes de séries actuellement, pour moi, c'est ça. Sinon, il y a une autre série qui est dans ma wishlist. C'est The Gilded Age. Je sais pas si je le prononce correctement. Ah, j'ai tellement de séries dans ma wishlist là que ça me fait tourner la tête. Euh, The Gilded Age, qui est une série d'époque qui se déroule aux États-Unis et qui est par les créateurs de Downton Abbey. Avec une des actrices de The Good Fight que j'adore, dont je ne me rappelle pas le nom, mais qui est vraiment géniale. Et donc juste pour ça, parce que c'est par les créateurs de Downton Abbey et parce qu'il y a cette actrice, c'est une série que je ne vais pas rater. Donc on l'a pas encore commencé, mais autant vous dire qu'elle est dans notre liste de séries à commencer très prochainement. Voilà, voilà. Et donc The Gilded Age, c'est disponible sur... Hop, 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 je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Je crois que c'est disponible sur Canal. Euh, je regarde rapidement. Ma playlist. Et il y a Dopsic aussi que j'ai dans ma liste. Je suis en retard. Je suis en retard. Alors non, je trouve pas. Oui, c'est ça. C'est voilà, il y a 4 épisodes qui sont disponibles. C'est sur OCS. Donc c'est sur OCS. Donc vous pouvez la voir si vous avez OCS. Vous pouvez la voir si vous avez Canal+, parce qu'OCS est également disponible sur Canal+.
Donc voilà, donc nous, on pourra y avoir accès. Voilà, voilà. Sur ce, il est 9h18. Même si on passe un très bon moment ensemble, quelle appli utilises-tu pour tracer les séries que tu regardes? J'utilise TV Time qui bug, notamment le soir, où ils ont du mal. Je pense qu'ils doivent galérer avec les serveurs parce que je pense que c'est le moment où tout le monde est sur l'appli parce que c'est le moment où on regarde les séries. Et donc généralement, des fois, vous galérez un petit peu à mettre à jour les séries que vous regardez, mais elles fonctionnent quand même plutôt bien. Et TV Time, moi j'utilise celle-ci. Voilà. Là-dessus, on va voir si on peut raider quelqu'un pour terminer en bonne compagnie ce live. Et je regarde et je suis perdue. Pourquoi? Voilà, les boutons qui se ressemblent partout là sur Twitch, il faut changer ça. Hein. Je mets 5 minutes à trouver le truc. Et donc du coup, on va aller rendre visite à... Allez, un peu d'art pour continuer la journée. Très bien ça, très bien, très bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Vous allez rendre visite à Pépipin. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Très bonne journée à tous. Bye bye.